été en mode monétisation. Énorme retour sur investissement, les vends à... Je vais créer mes NFT pour mon podcast parce que je suis passée de 10% à 10% de mes revenus à peu près sécurisés. Je vais vous raconter aussi comment moi j'ai réussi à faire augmenter cette proportion. Vous pouvez tout faire, mais qu'est-ce qui est le plus judicieux? Plus on tente, plus on est inventif. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'après un Mathieu Stéphanie et un château, je me disais là, ça commençait à transpirer là avec mes slides, je me disais bon, je vais faire piètre figure avec mes histoires de 200 000 €. Mais bon, on n'est pas tous podcasteurs professionnels, on n'est pas tous châtelains, donc il faut bien commencer quelque part et c'est un peu l'objectif de ma présence avec vous ce matin. Alors, pour la faire rapidement, donc moi j'ai pas énormément d'écoute, toute proportion gardée, ça doit faire 3 ans et demi que j'ai créé le podcast et on vient d'atteindre les 400 000 écoutes. Ça fait à peu près 15-20 000 par mois, mais voyez le temps que ça m'a pris aussi pour arriver à ce niveau-là. Ça ne m'a pas empêché de monétiser mon podcast, donc on va en parler tout à l'heure, je vais vous raconter à quel stade c'est arrivé. Du coup, moi j'ai une stratégie différente des sponsoring, qui est plutôt la création de produits dérivés autour du podcast et je vais vous raconter ce que j'ai créé. Spoiler, ça s'appelle l'incubateur solopreneur, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé parce que ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Et aujourd'hui, j'estime que mes revenus sont à 80% générés grâce à travers mon podcast. Enfin, c'est un peu une sorte de nébuleuse, c'est pas tout directement, c'est pas du coup par 1000, etc. Je vais vous raconter. Voilà, oui, donc ça, ok, je vous ferai la petite pub à la fin. Une petite question, alors, ceux qui ont déjà gagné de l'argent avec leur podcast, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Ceux qui ont déjà gagné plus de 10% de leurs revenus grâce à leur podcast, est-ce que vous pouvez garder la main levée? Ok. Plus de 20%? La proportion de ton chiffre d'affaires si tu es entrepreneur ou de ton salaire si tu es salarié. Et plus de 50%. Pas mal quand même. Donc félicitations, merci à tous. Enfin, c'était plus un petit jeu, c'est pas l'école pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je vais vous raconter aussi comment moi j'ai réussi à faire augmenter cette proportion. Parce que plus on a une proportion forte, plus on a de caractère prédictif de ses revenus. Et du coup, c'est aussi assez intéressant avec le podcast. Alors, moi j'en suis où? Ça c'est mon prévisionnel. Je ne sais pas si ça va encore complètement se faire. À date, j'ai que les résultats du premier trimestre. Donc moi, ce que je vise pour cette année, c'est à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires hors taxe généré par mes produits dérivés du podcast. C'est à peu près 50 000 € de partenariat autour du podcast hors taxe. Ce qui correspond à peu près entre 3 et 5 partenariats, ça dépendra de ce que j'arriverai à négocier. C'est à peu près 40 000 € de freelancing, qui, on le verra, n'a pas forcément de rapport avec mon podcast. Et puis divers. On a tous une poche divers avec plein de trucs qu'on fait. On ne sait pas trop pourquoi, mais on les fait. Donc voilà. Et je vais vous décortiquer toutes mes leçons dans l'apprentissage de la monétisation, ce que je ferais différemment, si je recommençais aujourd'hui. Salut les créateurs, juste avant de commencer cette vidéo, sache que toute la conférence des podcasts et des thunes avait été filmée et que toute la partie privée dans laquelle les créatrices et les créateurs qui étaient conférenciers ont donné leurs meilleures méthodes, leurs meilleures techniques, ont partagé leurs chiffres et leur stratégie de monétisation sans aucun filtre. C'est vraiment une pépite, je vous le recommande. C'est le tout premier lien dans la description, c'est payant, mais on offre 50% de réduction aux 50 premiers créateurs et créatrices qui utiliseront le mot-clé laboratoire en majuscule. A plus et bonne conférence. Alors, si ça vous intéresse un peu plus en détail, moi je fais du building public, c'est-à-dire je construis en public mon solo business, parce que j'adore ça, et j'adore les coulisses, les podcasts de coulisses de podcasteurs et d'entrepreneurs. C'est grâce à eux que j'ai tout appris en me formant sur le tas au soloprenariat. Donc j'ai fait un épisode bilan de mon premier trimestre sur cet objectif financier, et je vous raconte tout. Donc si ça va trop vite, s'il y a besoin de plus de détails, vous pouvez réécouter l'épisode. Alors, mon triptyque pour vous ce matin, c'est monétiser plus vite. Parce que moi j'ai mis beaucoup trop de temps avant de monétiser mon podcast et d'en vivre. Monétiser plus intelligemment, parce que si vous êtes indépendant et solo comme moi, vous allez plus savoir où donner de la tête entre les épisodes à publier, les posts à faire, machin et tout, vous n'aurez plus le temps de rien.
et monétiser plus longtemps, plus durablement, ou en tout cas avoir un caractère prédictif aussi, savoir dire un peu comme Mathieu tout à l'heure, la folie quoi, genre ouais, moi je sais déjà combien on va gagner sur la martingale toute l'année. Okay. Ça, on aimerait bien arriver à ce niveau-là. Après, à la fin, je vous ferai faire un petit exercice et puis je serai à votre dispo pour répondre à vos questions. Alors, première idée, parce que là je vais vous montrer tous mes plantages. J'ai fait des screenshots de tout. Quand on préparait cette presse avec Bart et Amal, je leur ai dit voilà, moi je vais mettre les screenshots et puis comme ça vous verrez les trucs, ça a l'air beau sur le papier mais ça n'a pas toujours bien marché et je vous montrerai mes tentatives successives de tentage de trucs pour monétiser le podcast. Et voilà, plus on tente, plus on est inventif. Donc c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel j'ai envie de vous mettre. Si vous n'avez jamais encore gagné d'argent, ou en tout cas pas beaucoup, moi j'ai tendance à dire diversifier, tenter un max de choses. Et vous verrez à la fin, comme jeter les spaghettis au mur pour voir s'ils sont cuits, lequel reste collé et puis lequel redescend. Voilà, c'est ma stratégie des spaghettis. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé? Ah oui, donc, j'avais tous ces freins. Déjà, je faisais du freelancing pour gagner ma vie à côté de mon podcast. Donc, en gros, je travaillais à temps plein. Et donc, j'avais pas le temps de faire mon podcast à full time. Et malheureusement, j'ai pas pensé stratégique à ce moment-là. Je voulais juste gagner de l'argent pour me rassurer. Et j'ai pas pensé que je pouvais travailler à fond perdu pour en faire un asset plus tard. Vous voyez, j'ai pas eu ce mécanisme de me dire ça va aller. Tu gagnes pas d'argent pendant un an comme une entreprise et puis après ça marchera. J'avais pas encore cet état d'esprit. Donc ça, première erreur, avoir un sujet de freelancing, si vous faites du freelance à côté, et un sujet de podcast complètement désaccordé, désaligné. Moi, ça m'aidait pas. J'étais directrice commerciale B2B d'un côté, et j'avais un podcast sur le freelancing de l'autre. Bon, du coup, ça servait à rien pour attirer mes clients. Alors que si vous êtes coach exécutive et que vous faites des interviews de dirigeants qui ont fait des burn-out, mettons, là, il y a un lien et vous rencontrez vos clients cibles. Deuxième idée, j'ai attendu 2 ans pour commencer à monétiser. Et en fait, j'ai reçu un message dans ma boîte LinkedIn de quelqu'un qui me dit j'adore ce que tu fais, nanana. En gros, je te la fais courte, mais j'aimerais bien suivre ta formation. Et moi, à ce stade, c'était il y a 1 an et demi, j'avais rien. J'avais pas de formation, rien. Je connaissais pas encore le modèle infopreneur ou education business qui est de dire quand on sait faire quelque chose, on peut faire une formation pour expliquer aux gens comment on le fait. Comme je sais rénover un château, je fais une formation pour rénover un château. Je savais pas cet état d'esprit. Voilà, quand j'ai reçu le message, je me suis dit ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors c'était un message, c'était pas non plus 10 000, mais je me suis dit allez Flavie, mets-toi en mode monétisation. Ensuite, je me suis dit, il faut des millions d'écoutes, parce que moi, je suis un podcast sur l'entrepreneuriat, donc je me sentais tellement petite par rapport à Génération Do It Yourself, mais tout le monde écoute Génération Do It Yourself, mais ça m'énerve, parce que j'adore Génération Do It Yourself, mais ça n'a rien à voir avec le quotidien d'un solopreneur ou d'un freelance. Les gens que je croisais, ils me disaient, ah, j'écoute Génération Do It Yourself. Je dis, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de la levée de fonds, de la série B, machin, tu veux pas écouter le board plutôt, c'est plus intéressant pour toi. Bon, bref. Et du coup, à l'époque aussi, j'étais pas encore aussi nichée qu'aujourd'hui, j'assumais pas encore à fond ce positionnement. Et en fait, maintenant, plus je fais des trucs de niche, plus ça marche. Par exemple, j'ai fait un épisode, c'est vraiment très niché, sur tout le building public et les coulisses de mon bootcamp. Comment je l'ai construit, comment j'ai trouvé les premiers clients, comment j'ai fait le business plan. C'est pas passionnant si vous n'êtes pas solopreneur et que vous cherchez pas à créer un produit de type infopreneur. Mais par contre, ceux qui l'ont écouté, ils ont adoré parce que c'était très différent des énièmes podcasts sur l'entrepreneuriat. Et enfin, je pensais qu'il fallait faire comme tout le monde. Donc moi, j'avais bien suivi mes conférences, mes petits cours sur le sponsoring. Alors, mon coût par 1000, il est à combien? Et là, je me dis, mais attends, mais donc je vais me faire chier à prospecter pour avoir 200 € par mois? Et à côté, en freelance, je gagnais minimum 800 ou 1000 € la journée. Donc en fait, je me suis dit, l'histoire de la pub, là, du sponsoring, ça marche pas. Et en plus, mon format, moi, c'est des mini-séries de 5 épisodes snackés. Donc si je mets 5 pubs sur un épisode de 5 minutes, 10 minutes, c'est un peu plus compliqué. Donc je me suis dit, non, je peux pas faire ça, il faut que je trouve mon format. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire du brand content, c'est-à-dire plutôt du contenu construit avec les marques autour d'une marque que juste de la pub. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, c'est parti. Contre toute attente, malgré 2 ans et demi de travail acharné, mon premier euro gagné, je ne l'ai pas gagné sur mon premier podcast Le Board, je l'ai gagné sur un autre podcast que j'avais créé entre-temps parce que j'étais à fond sur les trucs de Web3, les NFT, tout ça. Et quand j'ai co-créé un collectif de freelance dans le Web3, j'ai dit à Marie, la founder, vas-y, on fait un podcast pour expliquer ce que c'est, les nouveaux métiers dans le Web3 et tout.
J'ai l'idée du podcast, je fais faire la maquette au designer, je fais un petit dossier sur Notion et je me dis, allez là, celui-là, il faut que je le finance avant qu'il sorte. Et là, j'ai réussi à choper un sponsor à 4 000 € hors taxe, avant même que le podcast soit sorti, alors qu'il fait j'allais dire 0 écoute par rapport au board. C'était hyper niche. Mais comme c'était hyper niche, c'était les 10 métiers de la blockchain, je l'ai vendu à l'école de la blockchain et ça a fait un match. Et donc en fait, eux, ils ont eu des leads et tout. Donc vous voyez, premier truc incroyable, c'est qu'en gros, on peut vendre un podcast sans écoute, sans même preuve que ça va marcher. J'ai juste fait 2 choses. J'avais fait un beau dossier de partenariat. Je serai en workshop cet après-midi si vous voulez apprendre à faire un peu la même technique. Et j'ai fait un Genesis, c'est-à-dire j'ai fait une espèce de bande-annonce, trailer, enfin pour faire voyager les gens dans mon univers, montrer que ça allait être cool. Certains ont participé, m'avaient laissé des petits messages. Donc, et ça donnait confiance aussi parce qu'on écoutait le Genesis. D'ailleurs, le Genesis était mieux que les épisodes. Mais bon, bref, ça a marché quand même. Voilà, donc 4 000 € sur un podcast inexistant. Voilà, ça va vous enlever un peu de syndrome de l'imposteur. Parce qu'il était hyper niché. Deuxième truc que j'ai fait, c'était très compliqué ça. J'étais à fond sur les NFT, donc j'ai dit ouais, je vais créer mes NFT pour mon podcast, comme les podcasteurs américains. Sauf que là, il a fallu éduquer le marché, tout ça. Enfin, c'était moins simple en France. Mais bon, je l'ai quand même fait, et parce que j'aime bien faire les trucs pour m'amuser aussi. Donc j'ai réussi à vendre. J'avais dit, ok, je fais 50 NFT, donc en gros des sortes de cartes de membres. J'avais appelé ça les Founding Members. Et donc, je les vends à 150 €, je crois, à l'époque, je ne sais plus. J'en ai vendu 34 sur 50. Donc c'est pas un échec total, mais c'est pas non plus sold out en un clic. Bon. En plus, ça se voit, hein, les NFT, il y a marqué le nombre qui reste, c'est public et tout, donc on ne peut pas faire semblant qu'on a tout vendu. Mais par contre, ça m'a aidé à faire un début de communauté, parce que les founding members qui m'ont filé ces 100 €, c'était les hardcore fans, et ils sont toujours avec moi et tout. J'ai attiré aussi un autre public, plus masculin, plus geek, plus entrepreneur, plus poly-entrepreneur, des gars qui étaient VC, qui avaient créé leur boîte, etc. Donc ça m'a ouvert aussi les chakras. J'ai commencé à faire de la gouvernance partagée, c'est-à-dire que il y avait, en gros c'est des actionnaires quoi, les membres de NFT, donc il fallait que je fasse des comités médias avec eux régulièrement et je leur soumettais mes idées pour faire évoluer le board et ils me disaient si c'était des bonnes idées ou pas des bonnes idées, tout ça. Et enfin, j'ai eu un petit effet de levier, alors j'ai regardé ça hier, truc de fou, entre-temps il y a eu un boom sur les cryptos, donc au lieu de 4 000, j'ai gagné 9 000 $, voilà. Donc, énorme retour sur investissement. Malheureusement, c'était un tout petit montant. Mais donc, vous voyez aussi qu'on peut même diversifier d'un point de vue financier son podcast. Bon, jusque-là, je ne suis pas très riche encore, on est d'accord, pour tout le temps que ça m'a pris, parce que ça m'a pris un temps infini. Troisième truc, je me dis, ça y est, on me demande ma formation, alors je vais faire ma formation, parce que je savais bien que j'avais un truc avec la méthode du solopreneur diversifié telle que je la pratiquais. Et là, je me dis, allez, je vais écrire ma formation sur Notion et je vais faire un produit sur Notion. Là, je suis hyper fière de moi, je passe plein de nuits à écrire ma formation. Alors, comment on fait pour transformer son cerveau en produit ? Déjà, il faut écrire quelque part ce que vous avez dans la tête, en fait. Donc, parce que j'avais fait des centaines d'épisodes de podcast, mais il n'y avait pas les transcripts à l'époque par l'intelligence artificielle et tout. À l'époque, c'était il y a 1 an et demi. Mais tout a changé depuis. Bon, bref, donc j'écris. Et en écrivant, vous allez voir apparaître comme ça un peu une forme de signature, de méthodologie. Moi, maintenant, j'appelle ça la méthode signature, un peu votre marque de fabrique. Est-ce que c'est une façon de rénover ? Est-ce que c'est une méthode de coaching ? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un label pour entreprise à impact ? Vous voyez, avoir une méthode signature, ça a plus de valeur que juste dire j'aide les entreprises à faire ci ou ça. Là, je fais un super Notion, je suis hyper fière de moi. Je vends le produit sur Gumroad, parce que c'est un truc pour vendre des produits sans trop s'embêter, avec des paiements et tout. Et je me dis, c'est hyper bien, tout le monde va l'acheter. Mes copines me disent, c'est hyper bien, tu devrais le vendre encore plus cher. Je crois que je l'avais vendu, 500 €, quelque chose comme ça. Mais bon, mes copines, elles me disent ça, je me dis, les copines, elles sont sympas, mais elles me disent de vendre 1 500 € au lieu de 500, mais je suis pas sûre quand même que les gens vont acheter ça 1 500. Bon, bref, je le vends à 500. Et là, c'est un peu un flop. J'ai dû faire une vingtaine de ventes, quelque chose comme ça. Pourquoi c'est un flop ? Parce qu'en fait, les gens me disent... En gros, moi, j'ai construit le produit par rapport à ce que j'aime faire. C'est-à-dire, je suis bonne élève, je suis disciplinée, je prends le guide, je fais les exercices et je le fais chez moi le soir. Je suis un peu asociale aussi, un peu loup solitaire, donc j'aime pas trop les cohortes, les trucs comme ça et tout. Donc,
je me dis c'est un produit digital, j'adore. Mais les gens, ils n'aiment pas ça. Eux, ils ont besoin de quelqu'un qui les pousse à faire les exercices. Donc ils m'ont dit, moi je veux bien faire ton truc, qui s'appelait à l'époque l'accélérateur solopreneur, mais je veux le faire avec toi et avec d'autres. Donc bon bah, j'ai remballé, parce que juste avant j'avais enregistré un épisode avec une meuf qui organisait un bootcamp pour savoir comment créer ça, et je lui avais dit en plein épisode, oh moi je créerai jamais de bootcamp, ça a l'air beaucoup trop chiant. Bon, ils me disent ça, donc être open au feedback, hein, souligné 3 fois. Donc je me dis, bah, si c'est ce que les clients veulent, il faut que je fasse ça. Donc je me lance là-dedans. Deuxième apprentissage de cette période-là, même si c'est que $2000, ça m'a permis de recruter aussi des bêta-testeurs. Ça, c'est une bonne pratique si vous lancez un produit. Donc vous essayez de recruter 5, 10, 20 personnes pour le tester. Je leur ai fait un prix dérisoire, genre 70 € au lieu de 500, je sais plus. Mais c'était quand même histoire qu'ils payent quelque chose, quoi, hein, parce que le truc gratuit, ça n'a pas de valeur. Ils vont pas faire la formation, il faut qu'ils sortent leur carte bleue. Enfin, comme ça, vous testez le Stripe. Vous voyez déjà les gens qui commencent à vous dire, elle est où ma facture, machin et tout. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Formalisez votre méthode quelque part. Soyez open aussi aux signaux de marché. Et puis, regardez si vous pas bêta-tester avec une petite dizaine de personnes. Bon, à ce stade, tout ça a l'air très raté, mais raté plus raté plus raté plus à moitié raté égale, j'en suis déjà à 10% de mon chiffre d'affaires diversifié. Parce qu'en gros, je suis à 10 000 € sur 100 000 € de chiffre d'affaires que je fais en freelance. Et du coup, pour ceux qui freelancent, vous savez que freelancer, c'est un peu un sacerdoce, parce que quand on arrête de bosser, on arrête de gagner de l'argent. Alors que là, j'avais déjà un peu un début de scalabilité, enfin, je pouvais peut-être reproduire le truc, ou amplifier, ou accélérer. Mais bon, on est loin encore des 200 000 €. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pour le sponsoring. Pareil, je ne me facilite pas la tâche, je n'ai pas fait de sponsoring du board. J'ai lancé un vlog pour m'amuser. Je suis nulle en YouTube et tout, hein, donc c'était vraiment, je me dis, ah ouais, je me lance un blog. J'ai dû voir un Américain qui faisait ça 12 ans plus tard. Tu sais, moi, je découvrais Casey Neistat 12 ans plus tard, je crois. Et je me dis, je vais faire pareil. Lui, il a des budgets astronomiques et tout, bon bref. Et je me dis, ça peut peut-être intéresser une marque, ça, parce que le podcast, ils sont pas trop chauds pour financer, mais là, je vais raconter ma vie, il y a peut-être un angle à voir. Et paf, du coup, je prospecte un peu en douceur des sponsors, et j'ai réussi à prendre 4 000 € pour un sponsoring avec une marque qui vise les freelances sur mon vlog. Par contre, j'ai mal calibré, parce qu'en fait, j'ai fait 5 épisodes de vlog. Chaque épisode m'a pris genre, c'est honteux, 3 jours à faire parce que j'étais nulle, filmer, monter, j'ai tout fait moi-même pour comprendre un peu le métier. Donc vous voyez, finalement, je ne suis pas du tout rentable. Et c'est aussi pour vous mettre le compas dans l'œil, vous avez l'impression que c'est cher. Mais moi, aujourd'hui, je dis à plein de clients, écoute, là encore ce matin, j'écrivais à quelqu'un que j'aimerais bien avoir en sponsoring. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas aller en dessous de 6 000 € pour un épisode de vlog parce que rien que les recherches, le temps que ça va me prendre, écrire les trucs et tout, je suis limite pas rentable. Et c'est vrai, parce qu'en gros, si je prends ma journée entre 500 et 1000 €, il y a beaucoup de temps et parfois aussi, il faut déléguer des choses à d'autres personnes, des monteurs vidéo et tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à explorer des nouveaux formats. Si la pub en pré-roll, ça ne vous va pas, peut-être que vous pouvez faire un truc à côté. Moi, je sais que le fait d'avoir un côté un peu multimédia avec un peu LinkedIn, le podcast, la newsletter, un peu de YouTube et des petits trucs par-ci par-là, en fait, ça intéresse les gens d'avoir un écosystème et pas juste d'être un pré-roll dans un podcast. Ensuite, il faut faire une approche directe des partenaires. Il m'est pas arrivé comme ça, le mec de partenaire. C'est Nostrum Care, c'est une mutuelle pour les freelances. En gros, ce que j'ai fait, et je vous montrerai cet après-midi comment faire, j'ai fait un mapping de toutes les personnes et les marques potentiellement intéressées par mon public, mon persona auditeur, etc. Je les ai listés sans me mettre de barrière. Et après, je suis allée les prospecter doucement, enfin en douceur. C'est-à-dire que j'ai rajouté sur LinkedIn toutes les personnes, CMO, directeur marketing, responsable de partenariat, co-founder, machin. Donc j'ai un petit peu arrosé. Après, j'ai commencé à commenter tranquillement certains petits posts. Ensuite, j'ai vu quand ils sponsorisaient d'autres trucs que moi qui ressemblaient. Enfin voilà, vous voyez, je me suis fait ma petite stratégie. Et comme ça, comme par hasard, au moment où je l'ai contacté, c'était pas une connaissance complètement froide. Je pouvais déjà dire, voilà, j'ai ce nouveau concept qui va sortir, je pense que ça serait intéressant. Alors aussi, ça c'est marrant.
Voyez Johan Lopez et sa newsletter Snowball? Eh ben, je vous présente l'opposé en termes de succès commercial. Non, je rigole. C'est ma newsletter payante, ma newsletter premium sur Substack, qui me génère très exactement $5 000 par an. Alors que je pense que Johan Lopez, ça doit générer 400 000 $, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je vous dis que l'objectif n'est pas que financier? C'est parce que je me suis dit, j'ai une newsletter sur Substack et à force, j'avais interviewé Johan Lopez dans le solo show et il avait raconté qu'au début, il avait juste appuyé sur le bouton payant et puis voilà quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais moi je me prends trop la tête en fait. J'étais en train d'essayer de me dire, mais quel serait le concept de ma newsletter payante? J'y pensais, j'y réfléchissais. Bon, du coup, un peu par fierté piquée au vif, j'ai dit, allez, vas-y, j'appuie sur le bouton moi aussi. J'ai enclenché la fonction payante sur Substack. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai créé du coup un concept, c'est d'envoyer en payant des templates que j'utilisais déjà et que je faisais souvent faire à mes invités parce que quand ils préparent le board, c'était pas grand-chose à rajouter en plus de leur demander de m'aider à faire un template spécial solopreneur parce que souvent ils viennent présenter une méthode. Par exemple, je sais pas moi, la méthode pour faire des vidéos short et tout cartonner sur Instagram. Entre ce qu'il me dit dans le podcast et faire un petit template sur Notion avec les trucs à remplir, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc j'ai mis mes invités dans la boucle. Et donc depuis que j'ai fait ça, j'ai quand même 121 aujourd'hui abonnés payants. Ça me paye quand même, ça m'a payé mes frais de montage audio l'année dernière, parce que je crois que c'était 60 € par mini-série, donc voilà. Cette année, je passe à la vidéo, donc ça va me coûter en gros 2 fois plus cher. Donc, il faudrait que je double à peu près ce montant-là pour financer mon podcast. Alors, je ne suis pas aux 200 000 € de Mathieu Stéphanie, mais je vais être à 10-15 000 € par an. Et si ma newsletter pouvait déjà me payer mes frais, ça serait hyper bien. Du coup, ça améliore ma marge sur le sponsoring et les partenariats. Et du coup, je peux vraiment me payer moi ensuite. Vous voyez, parce qu'il faut penser à tous ces frais annexes. Mais surtout, ce qui a été malin, je trouve, c'est que j'ai pas fait le calcul parce que j'ai pas de rapprochement entre Substack et mon autre système de vente, mais ça c'est un premier ticket d'entrée Minus qui est à 6 € ou 10 € et je crois à l'année 60 €. Mais ceux qui l'ont acheté, souvent ils ont acheté un autre truc derrière, d'accord? Parce qu'en fait c'est un peu le principe des hardcore fans aussi, c'est genre j'ai envie de soutenir, ça m'intéresse, donc ça a apporté de la valeur dans deux sens. Un, c'est mon début de funnel d'acquisition pour mes clients payants parce que c'est beaucoup plus facile de faire racheter un produit à quelqu'un qui a dépensé 60 € que faire acheter un produit à un de mes 20 000 followers sur LinkedIn qui n'a jamais sorti sa carte bleue pour moi. Et deuxièmement, quand on est abonné payant, premium, on a plus envie de lire la newsletter. Donc ça améliore mon contenu et l'attention des gens sur mon contenu. Et enfin maintenant, je l'offre à mes clients aussi. Donc ils sont contents. Voilà. Donc ça rajoute beaucoup de valeur sur toute la chaîne. Alors, j'en suis où? Je regarde, je check le temps un petit peu, mettre du temps. C'est bon. Donc voilà, c'est un peu bateau, quoi, je vais dire, mais commence aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, quoi. Genre cet après-midi, vous écrivez sur un coin de table un premier produit, un premier truc que vous pouvez tester et vous le lancez. Parce qu'en fait, ça va être forcément raté, mais dans le ratage, il y a quand même 1 000 €. Dans le ratage, il y a beaucoup d'apprentissage. Dans le ratage, vous apprenez comment ça marche Gumroad, vous connectez votre Stripe, vous mettez dans un état d'esprit un petit peu plus de faire de votre podcast un business. Après, ça peut être un hobby, mais bon, là, aujourd'hui, si vous êtes là, je pense que c'est pour en faire au moins un business qui vous rémunère. Définir votre dream list de partenaires, c'est-à-dire les gens avec qui vous avez envie de travailler, pour les contacter et pour rentrer en relation avec eux, parce qu'il faut que vous les connaissiez pour pouvoir les prospecter. Et créer un dossier de partenariat, venez me voir cet après-midi si vous voulez qu'on le crée point par point. Alors, deuxième partie. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, quand les gens peuvent obtenir quelque chose gratuitement, ils finiront par trouver un moyen de payer pour quelque chose de mieux. Je trouvais je ne connaissais pas ce mec, mais j'ai trouvé ça tout à l'heure. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et j'ai envie de vous faire voyager un peu moi dans mon concept. Donc ça, c'est vraiment ma méthode signature, la fameuse méthode du solopreneur diversifié qui se prête parfaitement aux podcasteurs. Parce que moi, je suis comme vous, j'ai commencé à être solopreneur par le podcast. Et le podcast, c'est ce que je mets là, dans la brique média. D'accord? Et pour moi, si on a les 4 piliers, on a tout ce qu'il faut pour faire un business scalable et qui marche bien. Le premier pilier, c'est donc le podcast, pour se faire connaître, pour augmenter son autorité. Enfin, je dis premier pilier pour vous dans cette salle. Deuxième pilier, c'est l'expertise. Qu'est-ce que vous allez faire
pour gagner de l'argent grâce à ce podcast. Souvent, vous êtes consultant à côté, peut-être vous êtes conférencier. Par exemple, un conférencier qui fait payer 5 000 € par jour ses conférences, c'est aussi grâce à son podcast. Ensuite, vous avez les produits. Comment vous générez des revenus scalables à travers votre podcast? Donc, par exemple, des formations en ligne, des templates, un logiciel, un micro SaaS, enfin, il y a plein de possibilités. Et le dernier pilier, c'est la communauté. C'est-à-dire que vous avez besoin de vos auditeurs, de vos fans, de freelances qui bossent pour vous, de gens qui vont vous mettre de la preuve sociale. En fait, c'est hyper social. Si vous n'avez pas tout ça, votre audience, vos produits ne se vendront pas et tous vos trucs vont s'écrouler. Donc, si vous alignez bien vos piliers avec votre podcast, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Avant, moi, j'étais nulle. Je faisais de la vente B2B, le board, mon accélérateur, et j'avais un collectif de freelance Web3. Aucun des 4 piliers n'avait aucun lien presque avec les uns avec les autres. Donc, du coup, je travaillais 4 fois. D'accord? Alors que la beauté des piliers, c'est l'effet d'entraînement, d'entraînement entre chaque pilier. Et là, maintenant, c'est complètement aligné. Donc, je fais le board, ça n'a pas changé. J'ai 2 produits du coup. Mon bootcamp de l'incubateur solopreneur, c'est vraiment mon produit premium. L'incubateur solopreneur, c'est devenu une communauté sous une forme de membership. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je peux bien faire en freelance? Je vais peut-être arrêter d'être head of sales externalisé, parce que ça ne va pas trop avec ma stratégie. Et bien finalement, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des opérations de brand content avec des marques qui veulent parler aux freelance. Et en fait, ça me prend du temps. Donc, chacun de mes partenariats, c'est à peu près 4-5 000 € l'opération. Au final, c'est comme un mois de freelancing que je faisais pour mes clients, parce que généralement, je bossais chez eux 1 jour par semaine. Donc, quand ça a clipsé ça dans ma tête, je me suis dit, en fait, maintenant, en reprenant la pelote, je peux dériver de mon podcast une sorte d'expertise de freelance, qui en l'occurrence est aider les marques à se faire connaître auprès des freelances. Il faut que je respire là. Là, c'est le moment où il faut que je respire. Alors, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. Ça, c'est pour vous parler de stratégie. Là, je vous donne plein de pistes, mais là, on est dans la partie intelligemment. Donc, vous avez un Eldorado d'infini possible pour votre podcast. Vous pouvez faire du Patreon, des produits, de la communauté, des memberships. En fait, on n'a jamais eu autant de possibilités qu'aujourd'hui pour monétiser en ligne sa création intellectuelle. Mais qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui va être le plus stratégique? Donc, je vous fais voyager avec moi dans ma réflexion du moment. Quand j'ai fait mon prévisionnel financier, que j'ai fait en public, vous pouvez le retrouver aussi sur mon podcast, je me suis dit, tiens, j'ai 3 stratégies. J'ai mon bootcamp, en gros, qui est de freelance à solopreneur. Le ticket moyen d'entrée, c'est 4 900 € hors taxe. Donc, j'adresse des freelances, on va dire, au-dessus de 100 000 € de chiffre d'affaires. D'accord? C'est ma cible. J'ai combien de capacités? Je peux en faire combien? Moi, ma capacité maximum, c'est 12 personnes par trimestre parce que après, j'arrive pas à les suivre et je fais un suivi individuel. Donc, j'ai 4 trimestres dans l'année, mais je vais en enlever un l'été parce que je vais faire du surf, machin, j'ai mes enfants, je pars en vacances. Donc, ça me fait 3 trimestres. 3 x 12, 36, x 4 900, ça me fait un potentiel, j'ai pas dit que ça se fait aussi facilement que ça, un potentiel de 176 000 €. Deuxième hypothèse, ma stratégie low ticket, c'est-à-dire plus petit ticket d'entrée, ça c'est mon incubateur en ligne. Donc j'ai des vidéos, j'ai un abonnement à 40 € hors taxe par mois qui permet aux gens qui ne sont peut-être pas encore à 100 000 € de s'abonner et d'avoir déjà les méthodes. Par contre, ils doivent faire tout seuls ou avec les autres, mais moi je ne peux pas les aider individuellement pour 40 €. Donc, admettons que j'ai 10 nouveaux abonnés par mois. Je ne me suis pas foulée, mais c'est pas si simple que ça non plus, le membership, de faire payer les gens et tout. Bon, du coup, ça me fait un potentiel de 4 800 € par mois, soit 57 000 € par an. Là, déjà, on commence à voir qu'en fait, ça, c'est quand même assez compliqué à construire. Je fais des lives tous les vendredis, j'ai beaucoup de contenu, d'animation de communauté à faire. Déjà, ça me rapporte 3 fois moins que ça. Donc là, déjà, dans ma tête, il y a un peu un truc d'inception où je suis en train de me dire peut-être que j'ai plutôt intérêt à faire ça. Et la troisième stratégie que j'avais déjà commencé, donc je continue, ma cible, les entreprises, comme disait Mathieu, la Conto, tout ça, les banques, les assurances pour les freelances. Eux, ils payent en moyenne 5 000 € l'opération de brand content, et s'ils en font 3, l'année dernière, je leur ai fait un prix à 12 000 €.
Donc mon ticket moyen, c'est 12 000 euros. Je peux en faire combien par semestre? Parce que je peux pas en faire, ou par mois, je peux pas en faire tout le temps, sinon je vais être un panneau publicitaire ambulant, ça va pas aller. Donc j'ai quand même je suis capée. Donc je me suis dit, je peux en faire 3 opérations par semestre. Bref. Donc un potentiel de 72 000 euros. Donc vous voyez, moi ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est vous pouvez tout faire, mais qu'est-ce qui est le plus judicieux? Qu'est-ce que vous préférez faire? Qu'est-ce qui vous demandera le moins d'efforts? Et qu'est-ce qui est le plus judicieux par rapport à votre marché? Qu'est-ce qu'ils ont en B2B pour 12 cas précisément? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme... Brand content, c'est un truc de brand content, le board fait avec eux, c'est soit une mini-série de podcasts qu'on fait ensemble, soit un épisode de vlog, soit un live qu'on organise ensemble. Donc je leur fais la création de contenu pour eux, avec le double logo, et après je le diffuse partout. Instagram, LinkedIn, ma newsletter, enfin tu vois, je fais une sorte de package, en gros. Et là, dans les 5 000, c'est dans les 12 cas? Ouais, voilà. Donc 12 000, ils en avaient 3. Voilà. Et du coup, stratégie B2B, c'est bien, mais ça prend du temps aussi de prospecter les prospects. Ensuite, il faut qu'ils soient contents. Il ne faut pas qu'ils disent « moi, j'ai pas mon ROI, nanana ». Donc bref. Voilà, donc au final, pour le moment, je suis plutôt là. C'est-à-dire que j'ai mis mes forces sur ça. Et ça, c'est des sous-produits, c'est-à-dire c'est des rebonds. Par exemple, les personnes ne peuvent pas participer au bootcamp, je vais leur proposer un incubateur. Et d'ailleurs, l'incubateur, au départ, je l'ai créé pour le bootcamp parce que après 3 mois intenses, je ne voulais pas que les gens se retrouvent dans la nature, donc j'avais pensé à un petit produit de redescente. Ça s'appelle Back-End Community. S'il y a des développeurs dans la salle, ça vient de là. C'est-à-dire des communautés qui sont imaginées pour fidéliser les clients plutôt que de les faire rentrer dans votre univers. Donc vous voyez, c'est une technique que je ne connaissais pas avant de faire. Voilà, donc soyez stratège et faites ce qui vous plaît. Et la 3e idée, j'ai essayé de citer quelqu'un d'un peu chic. C'est pas un start-upper pour une fois. Donnez-moi un levier et je soulèverai la Lune. Je ne sais plus si c'est la Lune ou le monde, mais je l'ai fait de mémoire. Donc, moi, je suis très attentive à l'effet de levier de ce qu'on fait. Je suis solopreneur, j'ai que, j'allais dire 24 heures dans une journée, c'est pas vrai, j'ai 2 bébés de moins de 4 ans. Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire dans ma vie, je ne veux pas finir en burn-out. Donc, je pense que ce qu'il faut faire quand on est seul, et notamment podcasteur, et ça demande tellement de charge mentale, c'est d'essayer de réfléchir à ce qui va nous rapporter aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, après-après-demain. C'est ce que j'appelle l'effet de levier. Donc, énorme distinction entre le travail et le capital. J'appelle ça le capital. Le travail, c'est vous faites une mission de consulting pour un de vos clients en freelance. Donc, c'est bien, vous facturez, mais une fois que la mission est terminée, vous ne gagnez plus d'argent et vous n'en gagnerez pas d'autres, à moins que le client refasse appel à vous. Alors que le capital, c'est vous travaillez une fois et vous êtes payé plusieurs fois. Et moi, je trouve qu'un podcast, c'est du capital. C'est un asset, en anglais. Et donc, votre asset, ça peut être soit votre réseau, tout à l'heure, tu en parlais, ça peut être un média, ça peut être votre méthode signature, pour moi, les 4 piliers. Et vous voyez, plus on travaille sur ça, plus ça prend de la valeur. Et si demain, je ne sais pas, dans 10 ans, peut-être si je pourrais revendre le board parce qu'il y aurait des assets. Il y aurait le média, il y aurait la méthode et ça serait plus Flavie. Voilà, donc c'est l'idéal. Après, je ne l'ai pas fait dans cet objectif. Donc, essayez de diviser peut-être vos tâches aussi en fonction de ces 2 choses-là. Et donc, puisque je vous disais en introduction que je pensais avoir travaillé pendant 3 ans à fond perdu, finalement, ce que j'ai généré d'immatériel, mais de très rémunérateur aujourd'hui, c'est ma position de leader d'opinion sur le sujet freelancing, donc Top Voice, blablabla et tous ces trucs-là, ma méthode signature, mon produit scalable, parce que l'incubateur solopreneur, il vient essentiellement du board, et après j'ai ajouté quelques techniques derrière. J'ai développé une communauté de 25 000 personnes, et surtout, hyper précieux, l'apprentissage, parce que moi ça fait 3 ans que toutes les semaines je reçois des solopreneurs d'exception, qui m'ont donné tous ces conseils que, en gros, j'ai synthétisé tant bien que mal en faisant des bêtises et que je vous ai présenté aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, à peu près, voilà, on en est là. Là, j'ai sorti la bière parce que je suis passée de 10% à 80% de mes revenus à peu près sécurisés grâce à mon média. Ce qui veut dire que tant que je continue le board et les systèmes que j'ai mis en place autour pour capter une partie de l'audience sur ces médias, enfin sur ces produits, je suis quasiment sûre d'atteindre ce niveau de chiffre d'affaires. Voilà.
Je ne sais plus ce que je voulais vous dire à la fin, mais ah ben oui, voilà, un exercice pour vous, donc, puisque je vous ai vu prendre en photo le truc tout à l'heure. Vous pouvez aussi définir votre mix pilier, c'est-à-dire vous dire quelle est ma stratégie dans chacun de ces piliers de mon business. Quel service dérivé du podcast pouvez-vous vendre en vente de temps, ou de combien vous pourriez augmenter vos prix parce que vous avez un podcast. Ça, c'est un deuxième sujet, on en avait parlé avec Amal. Vous êtes de plus en plus experts, vous faites des écoutes, vos prix vont monter aussi en conséquence. 2, comment monétiser votre podcast, on en a parlé largement, et puis surtout, quel est le bon format. 3, quels produits dérivés de votre podcast, et 4, comment, j'arrive pas à trouver un autre mot, mais comment faire un effet de levier sur votre communauté. Est-ce qu'ils peuvent vous aider? Est-ce qu'ils peuvent vous laisser de la preuve sociale? Est-ce que dans les podcasts, il y a des auditeurs bénévoles qui font des trucs pour le podcast? Donc voilà, sans doute que vous avez une façon de rendre votre communauté rentable. Et quand je dis rentable, c'est pas forcément de les faire payer, c'est juste que, en fait, ils vous aident à développer tout votre écosystème. Et ben voilà, je vous fais une petite pub vers mon podcast pour terminer. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, si c'est dans vos plans d'utiliser le modèle solo business pour développer votre podcast et un univers autour, et donc voilà, ça vous plaira. Et puis sinon, il y a d'autres podcasts très bien, comme Génération Do It Yourself, pour ceux qui veulent faire des startups. Et donc, rectification, normalement, ce que je vais viser cette année en chiffre d'affaires, ça va être plutôt autour de 300 000 € par rapport au prévisionnel que je vous ai fait. Donc on verra si ça passe. Rendez-vous à chaque point d'étape trimestre pour voir où ça en est. Merci beaucoup.